Les gens criaient gaz, gaz. J'ai commencé à ressentir une gêne au niveau de la respiration. J'avais l'impression que le conduit était bloqué. Je m'attendais à ce qu'il y ait des victimes, mais pas à ce que mes proches soient décimés. Syrie, 21 août 2013. Ghouta, une banlieue de Damas, se convulse dans les effluves toxiques de l'arme chimique. Cette nuit-là, des centaines de victimes, surtout des enfants, ne se réveilleront plus. L'OIAC, l'organisme chargé de l'application de la Convention pour l'interdiction des armes chimiques, convoque en réunion extraordinaire les États membres. La décision est prise d'envoyer une équipe d'inspecteurs enquêter sur cette attaque. Sorti des tranchées de la Première Guerre mondiale, le spectre de la guerre chimique frappait encore. Tout au long du XXe siècle, l'arme chimique a terrorisé civils et militaires. Les avancées de la science ont démultiplié sa puissance. Fruit de la complicité des États, des armées et de l'industrie, sa production a été colossale. Son développement et sa prolifération ont enrichi des dizaines d'entreprises et de réseaux d'import-export à travers le monde. Depuis 1997, elle est l'objet d'un des plus formidables traités de désarmement, la Convention pour l'interdiction des armes chimiques. Sous l'égide de l'OIAC, une organisation prix Nobel de la paix, environ 140 inspecteurs surveillent la destruction des millions de tonnes d'armes chimiques accumulées depuis la Première Guerre mondiale et tentent d'empêcher leur résurgence. Avant la Syrie, ces inspecteurs travaillaient dans l'ombre à faire disparaître une arme oubliée. Mais devant l'effroi provoqué par les attaques syriennes, le monde a réalisé la nécessité de son élimination totale et la vulnérabilité des populations civiles. En Jordanie, à 12 km de la frontière syrienne, j'ai pu retrouver des survivants de ces attaques chimiques parmi les réfugiés. Mais rares sont ceux qui acceptent de témoigner. Ils invoquent leur famille en Syrie, la répression de leur gouvernement, et s'ils acceptent, c'est parfois dans l'anonymat. Le jour de l'attaque, les missiles qui nous lançaient ne faisaient pas beaucoup de bruit, et ils explosaient dans le ciel. Quand on a vu ça, on est sorti pour voir ce qui se passait. On se demandait ce que c'était. On croyait que c'était des faux missiles donnés par la Russie. On s'est même dit que c'était des armes périmées. Et même on en riait. Ils nous ont attaqué à l'arme chimique. Et tous les membres de ma famille sont morts, à part mon fils et moi. Ma femme avait 28 ans et ma fille 2 ans. Les armes chimiques sont particulièrement redoutables. On peut éviter une roquette en se cachant sous un toit ou dans une cave. Mais avec les armes chimiques, ce n'est pas possible. Elles se propagent partout. On peut toujours échapper aux obus, aux chars, aux balles, à tout le reste.
Devant moi, 3 personnes ont été tout de suite touchées. Elles se traînaient par terre en hurlant. On voyait bien qu'elles ne pouvaient plus respirer. On croyait qu'elles exagéraient. On ne s'attendait pas à ce que les armes chimiques aient un tel effet. Quand je me rappelle cette situation, c'est tellement tragique. C'est impossible à concevoir pour un être humain. Ça s'est passé il y a 1 an et demi et... Je me rappelle mes 2 cousins qui sont morts. Le monde entier nous regardait mourir sous ces attaques à l'arme chimique. Tout le monde est mort, même les jeunes enfants. Je les ai vus par terre. De la mousse leur sortait de la bouche. Si j'avais pu les sauver, je l'aurais fait. À la suite de ces attaques que le monde ne croyait plus possibles, l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, envoie une équipe d'inspecteurs pour enquêter sur le terrain. Leur mission, vérifier l'utilisation des armes chimiques et en faire l'analyse. Nous avons recherché la signature chimique, le type de munitions, leur taille. Nous avons interrogé des gens, collecté leurs informations biomédicales sur la présence de certains composants dans leur sang. Nous avons recueilli leurs témoignages. Et tout cela mis bout à bout nous a permis de dresser un tableau de l'usage qui avait été fait du gaz sarin à Ghouta. Plusieurs fois, début 2013 et peut-être même avant, on nous a signalé l'utilisation de quantités relativement faibles de substances chimiques. Mais à Ghouta, c'est autre chose. D'importantes quantités ont été utilisées. Environ 200 à 300 litres de sarin ont été tirés au cours d'une seule attaque. Sous la pression conjointe de la Russie et des États-Unis, la Syrie adhère à la Convention pour l'interdiction des armes chimiques 6 semaines après Ghouta. C'était une situation inédite. Un pays adhérait à l'OIAC en pleine guerre civile et acceptait de mettre en œuvre la Convention. Maintenant que Bachar el-Assad a déclaré l'arsenal, dont son père a lancé le développement dans les années 70, avec l'aide de l'étranger, il s'agit de le détruire vite. Une mission impossible à accomplir sous les tirs croisés. Les armes chimiques auraient dû être détruites sur leur lieu de stockage. Or, étant donné la situation en Syrie, les pays membres ainsi que le Conseil de sécurité ont décidé que ces armes devraient être transportées hors du pays pour être détruites. La décision est prise, mais comment faire? Qui sort ces armes? Qui les transporte? Et surtout, qui les détruit? Un à un, les pays se claquent mûrs. Les Européens n'en veulent pas. En dernier recours, on se tourne vers l'Albanie qui dit non, comme les autres. Le transport, lui, mobilise. Camions russes, navires norvégiens et danois, escortes chinoises et finlandaises, et un navire américain, le Cape Ray, chargé de détruire la part la plus dangereuse de l'arsenal. Les Syriens refusent aux Américains l'accès de leurs eaux territoriales. L'arsenal est transféré dans un port du sud de l'Italie. Le Cape Ray recueille 600 tonnes d'agents précurseurs, soit les réactifs chimiques qui entrent dans la composition d'une arme, et 20 tonnes de gaz moutarde, qui seront neutralisés dans les eaux internationales de la Méditerranée. Il restait environ 600 tonnes de produits chimiques qui n'iraient pas sur le Cape Ray, essentiellement les produits les moins dangereux. Et certains pays ont été sollicités pour les prendre en charge. 3 pays ont accepté, la Finlande, la Grande-Bretagne et les États-Unis.
Quant à la cargaison du Cape Ray, soit environ 6000 tonnes d'effluents toxiques, elle est prise en charge par l'Allemagne et par la Finlande. C'est vraiment une opération multilatérale. On sait que le régime syrien a déclaré 1300 tonnes d'agents chimiques. Ceux-là ont tous été détruits et bien détruits. Mais il y a des incohérences. Un système a été mis en place par le biais de l'OIAC pour s'assurer qu'il ne reste plus d'armes chimiques en Syrie. Confronté aux incohérences de sa déclaration à l'OIAC, le gouvernement syrien concède qu'il a omis 3, puis 4 usines et un laboratoire. Il y a les armes chimiques qu'on ne déclare pas, et puis il y a les produits toxiques industriels courants, comme le chlore, qu'on n'est pas tenu de déclarer à l'OIAC. Pourtant, concentrés, ces produits sont assez puissants pour tuer ou blesser. Alors même que les attaques aux sarins ont cessé, les populations syriennes sont victimes de ces agressions toxiques depuis plus d'1 an. Le chlore n'est pas reconnu comme arme chimique, mais il a servi d'arme en Irak et en Syrie ces dernières années. Dans ce cas, il est interdit. Si un produit chimique est utilisé contre un peuple pour sa toxicité, il est considéré comme une arme chimique et il est donc interdit conformément à la Convention sur les armes chimiques. L'horreur du chlore, les soldats dans les tranchées de 14-18 l'ont bien connu. Le désinfectant des piscines et des détergents a été la toute première arme chimique des temps modernes. Il y a un siècle, la révolution industrielle rencontre la machine de guerre et lui prête allégeance. Futur prix Nobel, le chimiste allemand Fritz Haber suggère à son armée de se servir de la puissance de production de son industrie pour asphyxier les troupes belges, françaises et britanniques lors de la deuxième bataille d'Ypres dans les Flandres belges. Le 22 avril 1915, quand l'armée allemande lâche ses 180 tonnes de chlore pressurisé vers les lignes françaises, eh bien, c'est une tentative de percer le front. Au départ, les armes chimiques sont le fruit d'une improvisation. On a utilisé ce qu'on avait dans l'industrie chimique. Le chlore est un exemple. Et très rapidement, les Anglais et les Français vont mettre en œuvre des moyens de défense assez efficaces, des masques respiratoires très rudimentaires dès les premiers jours qui suivent l'attaque allemande et qui vont annihiler cette surprise stratégique qu'a été l'initiation de la guerre chimique par les Allemands au printemps 1915. Cela a été le début d'une escalade entre l'offensive chimique avec de nouveaux gaz et les mesures défensives, la protection. On a assisté à une évolution rapide des masques à gaz, mais aussi de la façon de les utiliser, en particulier pour éviter la panique chez les soldats au moment des attaques. Dans les grandes offensives allemandes du printemps 1918, eh bien, en certaines circonstances, on tirait 50% d'obus chimiques rapportés au nombre d'obus conventionnels. Er is een oorlog en dan worden er bommen afgeschoten. Ja, en hoe lang is de oorlog geleden? Iets met de 100 jaar. Ja, en 100 jaar later vinden wij dat terug. Wat denk je dan zo over die mensen die dat hier vroeger neergeschoten hebben? Dat er wel vrede mensen zijn, maar ik weet eigenlijk niet of dat ze dat zelf houden. Ja. Dat ze moesten van iemand. Ze moesten, ja. Ze zijn eigenlijk niet zelf bewust dat dat nog 100 jaar later nog voor problemen kan zorgen. Ja. Wij waren een keer aan het spelen in de beek en we zaten op onze blote voeten en Remy voelde nog een keer ijzer. En hij stond eigenlijk op een grote bom. En als we een beetje verder keken, lagen er 2 grote bommen. Wie heeft dat ook nog gezien? Een heel veld met allemaal bommen gevonden. En de boer heeft 2
2 of 3 weken langer moeten wachten om zijn land te zaaien, omdat er veel bommen op lagen. Avant, du temps de mon père, ou même de mon grand-père, la terre était beaucoup moins travaillée en profondeur. Maintenant, avec les tracteurs, les moyens qu'on a pour labourer, on peut aller jusqu'à 50 cm. Et quand vient la saison des pluies, le métal remonte à la surface. Et avec nos engins de travail, ça devient dangereux. Chaque année, sur les champs de bataille de la Grande Guerre, on trouve entre 20 et 25 tonnes de munitions chimiques anciennes qu'il faut stocker. Pour certaines d'entre elles, le principe actif, l'agent chimique à l'intérieur de la chemise de l'obus, est toujours très très dangereux. Comme tous les États membres, la France et la Belgique sont tenus de déclarer à l'OIAC les centaines de bombes chimiques largement corrodées qu'elles ramassent chaque année. Une certaine quantité d'armes chimiques anciennes, qui datent de guerres antérieures, remontent à la surface et sont déclarées par les pays. Nous sommes là pour veiller à leur destruction. Alors que la Belgique les détruit dans son usine de Poelcapelle depuis 25 ans, la France a pris du retard. Aujourd'hui, à la tête de 16 000 bombes stockées dans le camp militaire de Suippes, son usine de destruction, encore en chantier, devrait ouvrir en 2016. Jusque dans les années 80, la pratique des pays, que ce soit les États-Unis, l'Union soviétique, la France, l'Angleterre, toutes les puissances belligérantes, était soit de larguer ses armes en mer, soit de les enterrer. Il y a des centaines de milliers de tonnes d'armes chimiques au fond des mers du monde entier, dans la Baltique, la Méditerranée, au large de la côte est des États-Unis. Retrouver où ces armes ont été jetées ou enfouies est un processus qui va nous empoisonner pendant longtemps. Parfois, il n'y a simplement aucune documentation. Bien après la Première Guerre mondiale, ces arsenaux continuent de polluer terres et océans. Et si en 1925, 38 nations signent le protocole de Genève, qui bannit l'utilisation de ces armes, leur production est toujours légale et elle sera féroce. Fort des progrès de la chimie, les gouvernements préparent une deuxième guerre mondiale encore plus toxique que la première. Ils sont persuadés que le protocole de Genève sera violé. Les insecticides étaient à l'étude en Allemagne dans les années 1930 chez IG Farben. Et les résultats de ces recherches, lorsqu'ils étaient intéressants, étaient communiqués à l'armée. C'est comme ça qu'on a mis au point des formules structurales pour les insecticides, les organophosphorés, mais aussi pour les gaz innervants qui en dérivent. Il s'agissait du sarin, saumon, tabac, qui ont été utilisés d'ailleurs notamment en Syrie. Les Allemands étaient persuadés que les Alliés avaient également fait cette découverte. Donc ils ne voulaient pas s'exposer, alors qu'ils avaient un avantage scientifique absolument énorme sur les Alliés, parce qu'ils craignaient des bombardements aériens chimiques sur les villes allemandes. Si le Zyklon B, un pesticide inventé en 1920 par un assistant du prix Nobel Fritz Haber, est l'arme chimique numéro 1 des programmes d'extermination nazis, il n'y aura pas d'offensive chimique militaire au tout nouveau sarin. Pendant ce temps, sur le front asiatique, les Japonais produisent en secret un arsenal de plus de 5 millions d'obus. Et cette fois, l'arme chimique réapparaît sur les champs de bataille quand l'armée japonaise ordonne son utilisation contre les troupes chinoises. Aujourd'hui, le gros problème des armes chimiques abandonnées est surtout en Chine. Les Japonais s'étaient préparés à la guerre chimique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand ils se sont retirés de la Chine qu'ils occupaient, ils ont laissé tout leur arsenal chimique sur place.
On a découvert tout ça à cause d'accidents qui ont eu lieu dans des zones habitées. Où des Chinois ont été tués. Oui, tués ou blessés parce qu'elles n'ont jamais été récupérées. Ici, c'est la carte de la Chine. Et dans cette partie, au nord-est, Harbaling, c'est là qu'on a la plus forte concentration d'armes chimiques abandonnées. Deux enfants de 11-12 ans jouaient le long de la rivière. Ils ont manipulé des bombes chimiques. Leurs mains et leurs jambes ont été touchées. On savait qu'il y avait des bombes, mais pas chimiques. Ils habitent en ville maintenant. L'un d'eux est handicapé. Nous avons démarré les travaux en novembre 2004. Ils ont duré jusqu'en novembre 2012. Nous avons mis 8 ans pour repérer les bombes, les déterrer et nettoyer la zone. La surface des opérations s'étendait sur 51 hectares. Au total, nous avons récupéré 4 959 bombes chimiques. Le danger vient surtout des nombreux chantiers de construction. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, 2000 personnes ont été accidentées. Nous voudrions détruire ces bombes japonaises avant que les gens ne se blessent. Nous avons eu beau insister et demander plusieurs fois au Japon ses archives relatives à la localisation des bombes chimiques abandonnées en Chine. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas pu obtenir des informations complètes. Loin de tout, plongé dans la forêt, Harbaling abrite un complexe de destruction des armes qui avoisine le plus grand arsenal enfoui d'armes chimiques abandonnées par les Japonais. Des armes qui, selon la Convention, doivent être éliminées par le pays qui les a produites. Ce centre à Harbaling est dédié au traitement des armes chimiques. Il y en a 330 000. Dans les années 80, la Chine et le Japon ont entamé les discussions sur la question des armes chimiques abandonnées en Chine. Les négociations vont durer plus de 15 ans et il faudra l'intervention de l'OIAC pour que la destruction se concrétise. On a 90 sites potentiels en Chine. On a les Japonais qui détruisent et on a les Chinois qui découvrent. C'est un challenge technique et politique. Comment deux pays peuvent s'entendre sur la destruction de ces armes chimiques abandonnées? En fait, comme ils ont signé le traité, ils sont contraints de s'entendre. Ça n'a pas été facile au début. Petit à petit, sous la pression internationale, un climat de confiance et de travail s'est instauré entre les deux pays. Et maintenant, l'OIAC a accès au site, on vérifie la destruction des armes abandonnées. Régulièrement, les Chinois demandent aux Japonais d'accélérer le rythme des opérations. 187 bombes ont été extraites en 2012 et une centaine en 2013. Mais jusqu'à maintenant, les fouilles n'ont duré qu'1 à 3 mois par an. Aujourd'hui, 5000 bombes chimiques attendent dans les hangars l'ouverture de 3 chambres de détonation blindées. À pleine capacité, elles détruiront une cinquantaine d'obus par jour. L'État japonais nous a promis de détruire toutes ces armes chimiques à Harbaling avant 2022. Mais je trouve l'échéance difficile. À travers toute la Chine, les deux pays ont, malgré les tensions, retrouvé, stocké et déclaré 50 000 obus, dont 40 000 ont été détruits sous la surveillance des inspecteurs de l'OIAC. Mais ces centaines de milliers de bombes ne représentent qu'une portion du patrimoine mondial. Rien n'atteint la dimension des arsenaux russes et américains. Et ce traité de désarmement n'existerait pas si, un jour, les deux pays n'avaient pas décidé qu'ils n'en voulaient plus.
La Convention sur l'interdiction des armes chimiques peut être considérée comme un des bénéfices de la fin de la guerre froide. Après l'effondrement de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie, la communauté internationale a été enfin capable d'atteindre un consensus. La première étape a été le protocole de Genève de 1925, qui a marginalisé l'arme chimique dans la doctrine militaire. En d'autres termes, les militaires étaient de moins en moins intéressés à disposer de ces armes. Du fait des évolutions technologiques dans le secteur de la défense, il y a maintenant des armes conventionnelles beaucoup plus efficaces. Sur le plan militaire, les armes chimiques ont perdu du terrain. Ce qui a décidé les grands États à adhérer au traité, c'est des considérations économiques. Ça coûte beaucoup d'argent pour pouvoir maintenir ces stocks et maintenir ces stocks dans des conditions d'utilisation optimales. Plus de 40 ans de course aux armements ont produit des arsenaux gigantesques. Les États-Unis et la Russie se retrouvent à la tête de 70 000 tonnes de sarin, VX, Soman ou gaz moutarde qui ne servent à rien et qu'ils doivent éliminer. En Russie, on a 25 inspecteurs sur le terrain où on vérifie la destruction de ces armes. On en est à peu près à 79-80% détruits, 20% à détruire. Les États-Unis ont déclaré 9 sites de stockage, dont 7 ont été détruits. Il en reste 2, Pueblo dans le Colorado et Bluegrass dans le Kentucky. Nous avons déjà détruit 90% de nos 30 000 tonnes d'armes chimiques. Il en reste 10%, dont 8 se trouvent ici, à Pueblo. Ces 7 à 8% de l'arsenal américain correspondent à 780 000 ogives au gaz moutarde, longtemps stockées dans des igloos, bunkers à demi enterrés que l'on aperçoit parfois de la route. L'échéancier n'a pas été respecté. En fait, je crois que ceux qui ont écrit le traité étaient un petit peu optimistes, mais il fallait mettre la pression sur les États parties à ce moment-là. Les États-Unis ont commencé la destruction en 1990 et auront fini en 2023, tandis que la Russie, qui a commencé en 2002, terminera en 2018, soit 2 fois moins longtemps que les États-Unis pour un quart du coût. Finalement, ça aura coûté dans les 40 milliards de dollars aux États-Unis et à la Russie dans les 10 à 12 milliards. À chaque type de bombe, à chaque gaz, à chaque arsenal, sa technique de destruction. L'agent chimique est soit brûlé, soit décomposé par l'eau. La bataille de Pueblo, incinération versus neutralisation, a duré près de 6 ans et la construction de l'usine 14. Mais quand on a une ferme ou un élevage, l'issue est cruciale. Nous nous sommes beaucoup mobilisés pour que l'armée choisisse la technique de la neutralisation, plutôt que celle de l'incinération qui était prévue au départ. Plusieurs personnes m'ont dit qu'aux États-Unis, aucune exploitation était aussi proche d'un stock d'armes que celle de mes parents. Vous comprenez pourquoi c'est très important pour nous. Que ce soit la contamination physique de nos récoltes, de l'eau, de l'air, mais aussi la perception que l'opinion publique peut avoir de notre production. La garantie qu'il n'y ait pas de pollution atmosphérique liée à ce processus était très importante pour mes parents et pour nous, pour notre famille. Nous partageons la même nappe phréatique que l'usine, ce qui veut dire que la moindre contamination de l'eau toucherait notre eau potable. La deuxième moitié du XXe siècle ne se résume pas seulement aux arsenaux monstres mais inertes des superpuissances. Il y aura la guerre Iran-Irak et une ville symbole d'un des massacres les plus traumatisants de l'histoire, Halabja.
Parfois, le temps ne passe plus. Les survivants d'Halabja et des villages kurdes proches de la frontière iranienne respirent encore au rythme des obus chimiques. Le 16 mars 1988, après 8 ans d'hostilité, la guerre chimique de l'Irak de Saddam Hussein contre l'Iran de l'ayatollah Khomeini et ses dizaines de milliers de victimes gazées tire à sa fin. La ville d'Halabja est bombardée par Ali le chimique. 5000 Kurdes meurent. La communauté internationale ne réagit pas. Nous étions tués comme des insectes. Et le monde entier regardait cette tragédie et ce génocide. Le 16 mars au matin, j'étais chez mon père au moment du bombardement. Je suis descendue à la cave. Il y avait beaucoup de monde. Quand je suis remontée, nos perdrix agonisaient sur le sol. J'ai crié quand je les ai vus. Je les ai ramassés. Je voulais savoir pourquoi elles mourraient. Jamais je n'aurais pensé qu'une substance transportée par l'air puisse tuer autant de gens. Je me souviens que mon père a dit « Elle est morte, on doit la laisser ». On est parti. On a dépassé la mosquée de Jamouri. À l'insu de mon père, j'ai rebroussé chemin et je me suis allongé près de ma mère, ma tête contre son épaule. C'est un des moments les plus tragiques de ma vie. Je ne l'oublierai jamais. Mon père s'est rendu compte que je n'étais plus là. Il est revenu et il m'a dit « On est tous ensemble là-bas. Qu'est-ce que tu fabriques ?» J'ai répondu « Je ne laisserai pas ma mère. Si tu ne la portes pas, c'est moi. » Mon père a porté ma mère. Et alors qu'on gravissait les pentes du Golan, ma mère a repris connaissance. C'était un crime et personne n'a rien dit, et cela pendant toute la guerre Iran-Irak. Saddam Hussein a bombardé et tué des milliers d'Iraniens à l'arme chimique. Les survivants du massacre, aveuglés, les poumons brûlés, courent vers les villages voisins eux-mêmes bombardés et trouvent refuge de l'autre côté de la frontière, en Iran. Beaucoup de réfugiés ont été emmenés dans les hôpitaux iraniens pour soigner leurs blessures. Certains y sont morts à cause des effets des gaz chimiques. Comme il n'y avait plus personne pour réclamer leurs corps et les ramener, ils ont tous été enterrés à Téhéran par le gouvernement. S'ils savaient que Saddam commettait tous ces crimes, pourquoi est-ce qu'ils lui ont donné des armes ? La plupart des compagnies qui ont vendu les armes larguées sur Halabja sont en partie responsables du massacre de nos familles. C'est vrai. Le régime baassiste était le premier responsable de ce crime. Mais il y a eu des gens derrière tout cela qui l'ont aidé. Des compagnies et des hommes d'affaires qui ont fourni des armes à l'Irak. On sait bien que le régime irakien n'était pas assez développé pour construire son propre arsenal chimique. L'Irak en guerre investit lourdement dans son arsenal. À Al-Mutana et à Fallujah, les installations abritent un programme d'armes chimiques qu'il développe avec l'aide de dizaines de compagnies et de réseaux d'import-export occidentaux.
il achète plus de 10 000 tonnes de précurseurs, principalement de gaz moutarde et de sarin. Il y avait des entreprises qui savaient parfaitement que les produits chimiques qu'elles livraient au Moyen-Orient étaient destinés à des programmes militaires. Le rôle de l'industrie chimique dans la guerre chimique est absolument fondamental et on peut même dire qu'il y a un péché originel dès 1914 puisque les grandes firmes allemandes, BASF, IG Farben, ont participé de manière active. C'est pas seulement, on leur a pas simplement demandé de produire, elles ont fourni des chercheurs, elles ont fourni de la logistique. Irak, Syrie, Libye, le Moyen-Orient qui ne peut pas se payer la bombe H des permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, se rabat sur le gaz moutarde persistant et le sarin volatile. Nous sommes dans les années 80. La Convention pour l'interdiction des armes chimiques n'existe pas encore. Aucune loi internationale n'interdit leur fabrication. L'industrie chimique répond présent. Un rapport des Nations Unies implique entre autres deux Dietrich, Western Engineering Trading, Richter, Riedelheim. Sur ce marché, les Allemands se taillent la part du lion. Les Français se diversifient entre le chimique et le nucléaire. Les industriels américains signent des contrats pendant que leur secrétaire d'État à la Défense somme le gouvernement allemand de réglementer ses exportations. L'industrie chimique n'est pas ni meilleure ni pire que d'autres secteurs de l'économie. Quand un client vous propose de vous acheter ce que vous fabriquez, vous essayez de lui vendre, sauf si vous êtes contraint par un certain nombre de dispositions et de règles internationales. Les survivants d'Al-Habja voudraient que les compagnies complices de Saddam Hussein soient traduites en justice. Notre but, en portant plainte contre ces compagnies et ces individus, est d'abord que tous ceux qui ont été complices de ce crime ne restent pas impunis. Ils doivent être traduits en justice. Second objectif, que les victimes reçoivent une compensation pour cet horrible crime dont elles continuent à souffrir aujourd'hui encore. D'après ce que disent les avocats, 27 entreprises ont fourni des armes au gouvernement irakien. Des entreprises américaines, allemandes et originaires d'autres pays développés ont armé le pays. En 2007, les survivants d'Al-Habja avaient porté plainte avec succès contre l'homme d'affaires hollandais Frans van Anraat. Mais en 2011, ils ont perdu contre la firme américaine Alcolac qui avait fourni un précurseur du gaz moutarde. Aujourd'hui, les entreprises attaquées sont allemandes et françaises. Une plainte contre X a été déposée à Paris en 2013. Cela peut être très difficile à prouver. Les faits remontent à 25 ou 30 ans. Et le contexte juridique était différent. Il faut vraiment être en mesure de prouver que le fabricant ou l'exportateur de tels produits a sciemment soutenu le programme chimique en Irak. Et que les produits qui ont été livrés sont aussi ceux qui ont été utilisés sur le terrain ou pour l'attaque, comme à Al-Habja. Le gouvernement irakien contactait des entreprises capables de fournir des produits chimiques à double usage. Les Irakiens utilisaient les mêmes précurseurs à la fois pour produire des armes chimiques ou à la fois pour produire des insecticides. Depuis cette période, beaucoup de mesures ont été prises pour contrôler ce qu'on appelle les produits à double usage. Pour mettre en place des licences d'exportation, mieux savoir où vont les produits chimiques et les installations et à quoi ils sont utilisés. Avant de prendre une route moins mercantile et un peu plus humaine, les gouvernements signent des licences d'exportation d'une main et entrent dans un processus de réglementation de l'autre sous l'égide du groupe d'Australie. Alors que la guerre Iran-Irak fait rage, 15 pays signent discrètement un accord pour s'assurer que leurs produits toxiques destinés à l'agriculture ne soient pas recyclés dans les arsenaux. En particulier les organophosphorés, insecticides, pesticides, armes chimiques névralgiques,
tous son cousin au premier degré. La France, les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne ont dit à un moment à leurs firmes « Non, nous ne voulons pas que vous aidiez des États parias à acquérir ce type de technologie, donc nous mettons en place une législation qui vous empêche de faire ce commerce. » Dans les années 1980, le fait que des armes chimiques étaient utilisées contre des civils a influencé les États qui se sont dit qu'il fallait accélérer le processus de réglementation. Quand le groupe d'Australie se met en place, les négociations sur la Convention d'interdiction des armes chimiques ont commencé dans le cadre de l'ONU. États et armées comprennent rapidement qu'aucun traité ne sera cohérent sans la participation de l'industrie chimique. Détruire les arsenaux existants ne suffit pas. Il faut empêcher qu'ils se reforment et donc surveiller une industrie qui s'est compromise dans tous les grands conflits du XXe siècle. Des voix se sont élevées au sein de l'industrie pour dire « Nous voulons montrer que nous pouvons prendre nos distances vis-à-vis des programmes d'armes chimiques ». Le secteur de la chimie avait un intérêt à aider à la mise en place du système de vérification, car les diplomates ne savent pas forcément ce qui se passe à l'intérieur des usines, et les industriels avaient des solutions capables de protéger les secrets de fabrication. Paris, janvier 1993. La Convention pour l'interdiction des armes chimiques est signée. Pour entrer en vigueur, il faut qu'elle soit ratifiée par les États, et en particulier par le Congrès américain et la Douma russe. Le 23 avril 1997, à Washington, les sénateurs débattent toujours de sa ratification, alors que 6 jours plus tard, l'entrée en vigueur sera effective. Le sénateur Joe Biden monte au créneau. So I want to get something straight here. Whether or not we're members of this treaty and have the benefits, we're going to destroy our chemical weapons anyway. You're going to hear our colleagues stand up and say, you know, we should not ratify this treaty until, although it's been signed by Russia, until it is ratified by their Duma. Now, we're going to destroy our weapons anyway. We then don't ratify this treaty. Failure to ratify this treaty then gives Russia the excuse not to ratify the treaty. We will have destroyed all of our chemical weapons, and Russia will still have millions of tons of stockpile chemical weapons. Now, isn't that smart? Isn't that smart? What are we talking about here? Sans la ratification du Congrès, la Douma russe risquait de geler l'affaire et le traité serait resté une anecdote de l'histoire du désarmement mondial. On leur a échappé belle. Avec l'adhésion de la Syrie, 191 États ont signé et ratifié la Convention. Mais pour être universelle, il faut qu'elle rallie encore 5 nations parfois très réfractaires. L'Égypte, Israël, le Sud-Soudan, l'Angola et la Corée du Nord. Mes successeurs, j'espère qu'ils pourront vérifier la destruction des armes chimiques en Corée du Nord. C'est pas quelque chose qui va se faire rapidement, sauf si la Chine pousse un peu politiquement. Mais je pense qu'on n'est pas prêt. Israël est signataire, mais il n'a pas ratifié la Convention. L'Égypte lie sa signature à d'autres questions de sécurité dans la région. J'espère que le ralliement de la Syrie incitera ces 2 pays à revoir leur position. Il y a encore quelques étapes à franchir avant l'universalité. Mais quand on se souvient des déclarations tronquées de la Syrie et de la Libye, quelles assurances nous offrent les États membres eux-mêmes? L'OIAC a été fondé sur la base de relations inter-États sur le principe suivant. On fait confiance, mais on vérifie. C'est pourquoi les États ont le devoir de déclarer ce qu'ils possèdent, et à son tour, l'organisation est tenue de vérifier. Quand on dit aux gens que c'est un traité volontaire fondé sur la confiance, souvent les gens ricanent. Mais si vous comparez avec n'importe quel autre traité de désarmement, nous sommes de loin l'organisation la plus intrusive.
Cette convention nous permet de pénétrer sur des sites militaires très sensibles, de fouiller un peu partout, de prélever des échantillons. Seulement voilà, les inspecteurs sont limités aux arsenaux et aux programmes déclarés. Ils inspectent, mais ils ne peuvent pas fouiller plus loin. Si un État, effectivement, ne déclare pas, nous, on n'a pas des capacités d'investigation. On est un traité qui est basé sur ce qu'on appelle Confidence Building Measures. C'est-à-dire que si l'État X nous déclare le stock Y, on vérifie le stock Y. On ne vérifie pas le stock Z, parce que le stock Z, il n'est pas déclaré. Malgré tout, les États ont déclaré d'énormes quantités de ces armes dont ils ne voulaient plus. Et le traité a joué son rôle. Nous entrons dans une phase de transition parce que 82% des stocks d'armes chimiques déclarés ont été détruits. Et les 18% restants vont l'être dans un proche avenir. Des gens se disent, maintenant que les stocks sont presque tous détruits, que personne ne trouve plus que des vieilles bombes abandonnées, l'OIAC devrait mettre la clé sous la porte. À cela, nous répondons, non, il faut continuer à inspecter. L'industrie chimique est florissante. Il y a environ 5000 usines à travers le monde capables de produire des substances à double usage. Ces produits commerciaux légitimes à double usage, ce matériel à vendre, ces substances à vendre, nous devons en contrôler l'offre et nous assurer qu'aucun terroriste ne se procure le matériel nécessaire à la production d'armes chimiques, même à petite échelle. C'est ce qui s'est passé au Japon avec la secte Aum Shinrikyo. C'était un groupuscule qui a pu fabriquer du gaz sarin sur le territoire japonais. C'était en 1995. 13 morts et des centaines de blessés. La communauté internationale se réveillait au danger du terrorisme à l'arme chimique. Mais la convention était déjà négociée et restait inchangée. La convention ne mentionne pas les acteurs non gouvernementaux, car lorsqu'elle a été négociée, ce n'était pas la principale inquiétude de la communauté internationale. Elle n'a jamais été envisagée comme un outil antiterroriste. Si les dangers posés par les groupes violents dominent les préoccupations de l'organisation, les avancées de la science sont un autre casse-tête. Par exemple, des croisements entre biologie et chimie. On a toute la question des toxines, qui se trouve au carrefour des armes chimiques et biologiques. Nous avons un gros travail à fournir sur le sujet. En Syrie, on a porté à notre connaissance le travail qui avait été fait sur la toxine de ricin. On a aussi les agents incapacitants, qui sont à la lisière de la chimie et de la biologie. Ils permettent de modifier le comportement des gens, par exemple pour contrôler les foules. Les arrestations sont facilitées. Mais dans le contexte de la guerre, ils peuvent très bien tuer. En 2002, le gouvernement russe a utilisé des incapacitants lors de la prise d'otage du théâtre de Moscou par un groupe tchétchène. Il y eut 170 morts, dont une majorité d'otages. Cette utilisation des incapacitants dans un cadre policier n'a pas été considérée comme une violation de la Convention. En fait, celle-ci est assez ambiguë pour que le domaine des incapacitants se développe en toute légalité. Il faut être vigilant. De nouvelles découvertes peuvent advenir d'un seul coup. De nouveaux domaines peuvent apparaître du jour au lendemain en biologie. La biologie synthétique n'existait pas il y a 10 ans. C'est un domaine qu'il faut suivre de très près. C'est pourquoi il est si important de créer de la transparence entre les États par rapport à leurs recherches en matière de défense, par rapport à ce qu'ils font des produits chimiques dans le domaine militaire. Il faut s'assurer qu'ils ne développent pas de programmes chimiques offensifs. Ce n'est pas facile de se réarmer, mais la découverte de nouveaux produits toxiques peut modifier l'équilibre entre défense et attaque. Avec un avantage à l'attaque, les États pourraient envisager d'y recourir à nouveau.
Alors oui, si on compare cette convention aux autres traités qui régissent les armes de destruction massive, elle est une incroyable victoire contre la course aux armements qui a marqué le XXe siècle. Elle est universelle, contrairement au traité de non-prolifération des armes nucléaires qui autorise certains pays à conserver leurs arsenaux. Elle possède un système de vérification qui, malgré ses faiblesses, a au moins le mérite d'exister, quand celui de la Convention contre les armes biologiques n'offre aucune mesure d'inspection de l'industrie pharmaceutique. Seulement à la vitesse à laquelle les découvertes en chimie et biochimie se succèdent, on comprend que ce traité soumis aux contraintes diplomatiques et doté de moyens techniques et financiers limités aura du mal à nous débarrasser de la menace du réarmement. Quant à l'héritage environnemental de l'arme chimique, il est une dette mondiale que nos aïeux et nos parents ont contractée et que nos petits-enfants paieront encore.